C'est le moment d'écouter Champ d'action. Ils ont voulu chasser les personnes indigènes qui occupaient ces terres depuis des milliers d'années pour pouvoir planter des arbres au Kenya pour essayer de verdir, si vous voulez, la région. Et ça, c'est un projet européen. Mais le problème, c'est que planter des arbres peut être une solution dans certains contextes. Donc, par exemple, en agroforesterie, on peut planter des arbres au long des cultures et ça peut aider, par exemple, au niveau des sols plus profonds, etc. Donc, c'est une solution qui doit être adaptée par... c'est pas quelque chose qui doit être imposé, par exemple, par les gouvernements. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture. Épisode 8. Faut-il décoloniser l'agroécologie ? Je suis Naïs El Yousfi et j'ai enquêté pour SOS Fin sur la décolonisation de l'agroécologie. Qui n'a pas encore entendu parler de l'agroécologie ? Elle est de plus en plus reprise par les institutions internationales qui la considèrent aujourd'hui comme la trajectoire la plus pertinente pour l'agriculture. L'agroécologie est avant tout une science. Elle allie savoir paysan et avancée de la technologie pour répondre aux défis du développement durable. Mais elle est aujourd'hui récupérée par les multinationales de l'agroalimentaire. Syngenta, par exemple, instrumentalise l'agroécologie pour ses intérêts privés. Ces intérêts sont rarement compatibles avec ceux du monde paysan. L'agroécologie est également sociale et politique. Elle promeut la collaboration équitable, une gouvernance juste au sein des systèmes alimentaires. Mais qu'en pensent vraiment les premiers concernés ? N'est-elle pas une injonction de plus de la part de l'Occident ? L'agroécologie n'a-t-elle pas toujours existé dans le monde paysan ? Nous avons posé la question à Mar Ngom, agronome spécialisé en système agraire à la Fédération des ONG du Sénégal. Non, dans la réalité, pour moi, il n'y a rien de nouveau, rien. Il n'y a rien de nouveau. Sur les trois leviers, les trois dimensions, donc économique, environnementale et socio-économique organisationnelle, c'est quelque chose qui existait. Mais par contre, puisque on était dans la pratique et l'oralité, ici, on est dans une théorisation, on décrit, on marque, donc on organise. Par exemple, quand on va parler des pesticides, ça fait partie par exemple, des externalités. Mais l'idée d'externalité négative, ça existait avant. Ça veut dire qu'on respectait l'arbre, on respectait le sol, on faisait de la jachère, on respectait l'autre. Si tu regardes comment on gérait tout le système pastoral, il n'y avait pas d'appropriation. Comment l'agroécologie est-elle perçue par les paysans ? Tient-elle une place aussi importante pour les locaux que pour les experts ? Dorian Dejas nous explique son expérience au Sénégal. Est-ce que vous pouvez présenter la FAPAL, où est-ce qu'elle travaille, ce qu'elle fait sur le terrain ? Donc, la FAPAL est une organisation paysanne localisée dans la région de Louga au Sénégal, plus précisément au nord du Sénégal, en région sahélienne. Donc, la FAPAL, donc, d'ailleurs, ça veut dire la Fédération des associations paysannes de la région de Louga. Quelles ont été un peu les pratiques que vous avez pu voir sur le terrain et les pratiques en général que la FAPAL promeut ? On a essayé d'initier un plan de gestion de la fertilité des sols et pour travailler sur ce plan-là, on est parti à l'exploration des pratiques endogènes que l'on trouve actuellement, qui sont menées par les paysans de la FAPAL. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les paysans ont la connaissance d'un tas de pratiques, de dizaines et de dizaines de pratiques de gestion de la fertilité des sols actuellement. Alors, ça va de pratiques de gestion des troupeaux, des pratiques agroforestières, pratiques de gestion de l'eau, etc. On a d'abord commencé par recenser toutes ces pratiques-là avant de voir quelles étaient les pratiques les plus pertinentes pour vraiment avoir un impact durable pour augmenter la fertilité des sols dans cette région au sol fortement dégradé. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a vraiment essayé d'écouter les paysans, de voir pour quelles pratiques, quels étaient les freins à leur réalisation et comment est-ce qu'on pouvait travailler pour faire en sorte que les pratiques qui sont réalisées aujourd'hui par un nombre très limité de paysans puissent être réalisées par tous et les pratiques qui sont réalisées par tous les paysans puissent toujours être réalisées par tous, mais d'une façon plus optimalisée. Avec la FAPAL, on a commencé une phase pilote. On a essayé vraiment de travailler dans l'optique de leur redonner l'autonomie pour décider d'eux-mêmes de leur futur, en tout cas ici en termes de gestion de la fertilité des sols. Quelles sont les pratiques qu'eux considèrent comme clés, qui sont les plus accessibles, quels sont les freins
au développement de ces pratiques et quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour contourner ces freins. Et donc, les villageois eux-mêmes, accompagnés d'animateurs de la FAPA, animateurs paysans, qui sont eux-mêmes issus de ces villages-là, ils ont construit ensemble avec les villageois des plans qui sont adaptés à chaque village et aussi aux réalités de chaque village qui peuvent être fortement différentes d'un village à l'autre. Et donc, à l'inverse, quelles sont les approches qui sont vouées à l'échec, celles que la FAPAL voulait éviter à tout prix ? Ce sont les pratiques qui demandent un changement. Ce changement, il peut être important par rapport au temps qui est investi, par exemple, sans considérer le fait que les gens vont travailler la moitié de l'année, à l'extérieur du village. Ça peut être un changement trop important au niveau social qui ne tient pas compte des réalités sociales, par exemple, etc. Si on doit vraiment faire attention à cette notion d'adaptation. Qu'est-ce qui est adapté au terrain? Parce que finalement, l'agroécologie, c'est ça. Pour moi, l'agroécologie rime avant tout avec adaptation. Quelles sont les pratiques qui sont les plus adaptées au terroir? Et donc, pour moi, les pratiques qui ne sont pas adaptées tant techniquement, socialement qu'économiquement au terroir, en fait, sont vouées à l'échec. Blandine Sankara, présidente de l'association Yélémani au Burkina Faso, est également dans l'action concrète. Son association est active en agroécologie. Elle nous explique comment. On se rend compte que le constat est fait. Et c'est d'ailleurs ce constat-là qui nous a amenés à la création de l'association Yélémani. C'était vraiment à la suite de ce qui bouillonnait, ce qui se passait dans les années 90, la libéralisation de tous les marchés. Et c'est à la suite aussi des études, il faut le dire, qui nous ont amenés aussi à nous interroger. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est aussi parce qu'à l'époque, le Burkina Faso a été un laboratoire. On a expérimenté pas mal de choses et de la même façon que les autres, de la même façon que le Congo. Donc la colonisation mentale qui joue donc sur la colonisation culturelle, la colonisation alimentaire, agricole et tout ce qui s'ensuit. Parce que quand on enlève quand même la culture à quelqu'un, je crois que la personne disparaît. Ce n'est pas l'économie parce qu'on peut l'avoir, travailler à l'avoir. Savoir manger, on est dépendant de quoi? L'alimentation, manger des choses qui nous sont inconnues, qui sont importées alors qu'on ne les produisait pas. Et pour nous, il y avait matière en tout cas à réfléchir. Yélémani, c'est la deuxième langue, ça signifie changement. Et pour nous, c'est la transformation des mentalités. Ce changement-là de mentalité que nous venons ajouter au concept de souveraineté alimentaire. Parce que c'est des produits importés qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas la composition quelquefois. Mais il y a aussi la question simplement de fierté. De dire que nous avons besoin d'avoir confiance en nous-mêmes et de valoriser des potentialités locales pour produire, pour transformer et aussi pour créer des services pour se nourrir. Et donc, nous avons décliné, correspond vraiment à ce qui se passe au Burkina, au Sahel, la production maraîchère que nous faisons à travers l'agroécologie. Parce qu'une fois de plus, produire, oui, mais produire comment, avec quoi et pour qui? Donc nous sommes centrés marché local, on n'est pas du tout pour l'exportation, même si c'est vrai, il y a des opportunités. Et on est d'abord au marché local à se dire, on cherche à nourrir les Burkinabés. Quelles ont été vos actions pour développer l'agroécologie à tous les niveaux? Donc avec le compost, nous fabriquons nous-mêmes le compost avec les femmes. Nous faisons aujourd'hui des phytosanitaires nous-mêmes avec des éléments du milieu, avec l'ail, le piment, le tabac et tout le reste. Nous fabriquons des phytosanitaires. Donc, on a un savoir-faire. Donc, ça, c'est vraiment un résultat. On a pu récupérer des sols qui étaient abandonnés. On a pu récupérer en une année ces sols-là. Donc, ça, c'est le premier volet, la production. Et à côté, il fallait travailler à l'époque, en 2012, aussi à créer un marché. Parce qu'une chose est de produire des légumes sains, mais d'un autre côté, il faut amener les gens à le consommer. Qui connaît ces produits-là? Qu'est-ce que ça veut dire au marché, un produit bio face à un produit... Donc, il fallait travailler donc sur la mentalité des consommateurs, des citoyens simplement, pour leur dire, rappeler que nous avons un lien avec le village. Cette production-là vient du village et c'était un certain discours pour sensibiliser. Tous ceux qui sont en ville, en Afrique, ont un village.
Il n'y a pas un citadin qui n'a pas son village et qui soit fier de venir de tel ou tel village. Donc, c'est ramener les citadins aussi au village, de recréer ces liens-là. Vous écoutez Champ d'action. Épisode 8. Faut-il décoloniser l'agroécologie ? On remarque au cours des dernières années la présence accrue des pratiques agroécologiques dans les conditions imposées par les bailleurs de fonds. Peut-on parler d'une forme de néocolonialisme alors qu'il faudrait repenser les rapports de pouvoir entre les paysans et l'industrie agroalimentaire ? Plus largement, quelle est la réelle perception des enjeux climatiques et environnementaux par les populations du Sud ? François Paulet, lors d'une conférence à Bruxelles organisée par le Forum des Alternatives, a analysé cette question. Je suis chargé d'études au Centre Tricontinental à Louvain-la-Neuve. Nous publions tous les trimestres une revue de réflexion sur les rapports Nord-Sud, dans le cadre de laquelle des auteurs du Sud, chercheurs, militants s'expriment sur des enjeux de développement d'un point de vue du Sud, et là en l'occurrence d'un point de vue d'auteurs asiatiques, latinos et africains. Eh bien, le paradoxe, c'est que dans les pays du Sud, globalement, quand bien même les populations du Sud sont davantage victimes de la pollution globale qu'elles ont moins générée que les populations du Nord, on constate que la question de l'environnement, la question de l'enjeu écologique, les auteurs nous expliquent qu'il n'y a pas nécessairement une grande importance de ces thématiques au sein des espaces publics des pays du Sud. Et la première des raisons, bien entendu, c'est le fait que de larges pans de ces populations sont toujours aux prises avec des problèmes quotidiens qui sont tels que la prise de recul qui est nécessaire pour la réflexion sur des enjeux, je dirais, généraux d'environnement. Mais véritablement, la question de l'environnement, pour devenir une véritable préoccupation, exige d'être libérée d'une série d'urgences du quotidien. Mais les engagements peuvent s'exprimer différemment. Il y a des mobilisations socio-environnementales, il y a des luttes socio-environnementales qui se multiplient aux quatre coins de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Et donc, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec la première chose que j'ai dite. Il se fait que ces luttes, elles demeurent relativement marginales. Elles sont de plus en plus nombreuses, elles concernent de plus en plus de monde, mais elles ne se traduisent pas nécessairement par une thématisation de l'environnement au sein des débats politiques nationaux. Ça, c'est relativement rare. Mais ces luttes socio-environnementales, elles existent et elles opposent généralement donc des communautés locales, rurales, paysannes, forestières, indigènes, à des grands investisseurs, souvent internationaux, mais pas seulement, souvent originaires des pays du Nord, mais pas seulement. Les investisseurs émergents sont de plus en plus présents dans beaucoup de pays. Et donc, on a là, évidemment, une urgence écologique qui est vécue localement, qui est vécue régionalement, qui entraîne des formes de mobilisation sociale, de mobilisation politique, autour de la priorité dans l'usage des ressources naturelles. Et qui pose la question, je dirais, des ressources naturelles, non pas en termes de valeur environnementale au sens strict, mais c'est la question de la souveraineté sur les territoires et les ressources naturelles qu'ils contiennent qui est posée véritablement à travers ces luttes. Et une partie de ces luttes draine avec elle des remises en question assez radicales autour des conceptions de l'environnement qui ont été diffusées par la modernité occidentale. Et donc, à travers des mobilisations autochtones, à travers des mobilisations indigènes, il y a une tentative de réhabiliter des cosmovisions traditionnelles qui ont été marginalisées depuis au cours du 19e et du 20e siècle et qui sont porteuses d'une représentation et d'une pratique différente du rapport de l'homme à la nature. Et là, donc, il y a le danger qui est déjà bien présent et qui est déjà concrétisé d'une forme de néocolonialisme environnemental qui consisterait, au nom du principe civilisationnel supérieur de la protection de l'environnement, de dresser des schémas de conservation, des schémas de gestion des ressources naturelles qui s'imposent de manière verticale aux populations vivant dans les régions concernées. Cet impérialisme vert a des effets insidieux sur la souveraineté des populations locales. Il y a aujourd'hui, au sein d'un certain discours environnemental, véritablement une tendance à considérer que les pays du Sud sont des réservoirs de ressources naturelles qui sont des biens publics mondiaux
et il faut que la communauté internationale impose des modes de gestion durable de ces ressources et qui envisage à travers ces modes de gestion les populations locales comme un problème plutôt que comme les principales parties prenantes. Champ d'action est un podcast proposé et réalisé par SOS Fin avec l'aide du Xara ASBL. Pour approfondir la thématique de cet épisode, rendez-vous sur www.sosfin.be.